Salut à tous. Alors le but de cette chaîne c'est pas du tout d'être diététicien, je le suis pas, j'ai pas beaucoup de connaissances pour être honnête, mais j'ai des petites bases et notamment celles que j'ai apprises pendant mes études dans le secteur paramédical. Là on a fait des petits rappels pendant ma formation d'assistante maternelle sur la façon dont il fallait nourrir les enfants, et après me sont venues en tête voilà, des choses que j'entendais dans mon entourage ou que je voyais dans mon entourage, et je me suis dit ça pourrait être quand même rigolo d'en parler sur ma chaîne. Donc on va aborder aujourd'hui 5 idées reçues sur l'alimentation des enfants. À commencer par la première, à savoir qu'il leur faut du calcium et que pour ceci il faut leur donner du lait, des yaourts et du fromage, parce que le calcium c'est très bon pour les os. Alors oui, le calcium c'est très bon pour les os, et les enfants étant en pleine croissance ils ont besoin d'une certaine dose de calcium, mais pas tant que ça. En fait, même les enfants ont besoin de moins de calcium que nous les adultes. Nous les adultes, on a en général besoin de 900 mg de calcium par jour. Les enfants, ça va être 500 mg pour un nourrisson, 700 entre 4 et 6 et seulement 900 à partir de 7 ans, sachant que ça sera encore un peu plus à l'adolescence, préadolescence à peu près vers 12 ans. Effectivement ça va monter parce qu'ils ont à ce moment-là une poussée de croissance aussi. Et puis après ça va redescendre, voilà, pour nous adultes vers 900. Mais ce qui est le plus intéressant à savoir, c'est que en réalité, leur donner à fond du lait ne va pas leur apporter tant de calcium que ça. Parce que le lait est une source de calcium plus pauvre que d'autres sources de calcium. Donc je vais vous mettre en barre d'infos un petit visuel, des petits articles, voilà ce que je vais trouver là-dessus, et vous pourrez jeter un œil. Mais à titre d'exemple, par exemple, le lait, vous prenez 100 g de lait et vous aurez 120 mg de calcium. Vous prenez la même quantité en amandes et vous aurez plus de 2 fois plus. Donc la même quantité en grammes d'amandes qu'en grammes de lait et vous aurez plus de 2 fois plus de calcium. Vous prenez la même quantité en graines de sésame et vous aurez un apport en calcium qui sera plus de 6 fois plus intéressant. Donc ça veut dire que si vous prenez juste 10 grammes de sésame, vous aurez déjà énormément de calcium. Alors que si vous voulez absorber la même chose en lait, eh bien ça va être vachement plus laborieux, puisqu'il va falloir que vous ayez un produit laitier le matin, un produit laitier le soir, un produit yaourt, etc. Enfin voilà, peu importe les produits que vous aviez prévu ou vous aviez l'habitude de donner à vos enfants, mais en tout cas sachez qu'il y a des produits végétaux de remplacement qui sont en fait beaucoup plus riches et qui vont permettre d'avoir cet apport en calcium qui fait que finalement les produits laitiers ne sont pas si nécessaires que ça. Donc ça c'est une première idée reçue qui me fait plaisir à un petit peu démolir, parce que vous connaissez tout ce que j'ai déjà dit sur les produits laitiers, à savoir que parfois c'est mal toléré chez le nourrisson, qu'au niveau éthique c'est parfois un petit peu questionnant quand même, donc voilà, se dire que en plus c'est même pas la meilleure source de calcium, c'est intéressant. On passe à l'idée numéro 2. Alors la plupart des gens disent que manger de la viande c'est vraiment bon pour la santé, et quand notre enfant ne finit pas la viande de son assiette, on se dit ah là là, enfin je m'inclus pas hein. Mais plein de gens se disent oh là là, il a pas fini sa viande, c'est dommage, c'est ça qui va l'aider à grandir. Eh bien non, en fait, manger de la viande n'est pas toujours une très bonne idée, et en général, on surévalue vachement les quantités. Donc je vais vous les redonner. Un enfant de 7-8 mois qui vient juste de commencer la diversification, il peut manger juste 5 à 10 grammes de viande dans la journée, ça sera assez. Un enfant de 9 à 12 mois, 10 à 15 grammes. Un enfant de 12 à 18 mois, 20 à 25 grammes. Un enfant de 18 à 24 mois, 25 à 30 grammes. Et le calcul après, ça va être 10 kg par année d'âge plus 10 grammes. Donc faites le calcul pour votre enfant, sachant que ce calcul-là n'est pas par repas mais par jour. Est-ce que vous donnez 2 fois par jour de la viande? Alors quand je dis viande, c'est viande, mais c'est aussi poisson et c'est aussi œuf. Est-ce que vous donnez 2 fois par jour viande ou poisson ou œuf? Parce que si c'est le cas, il est probable que vous soyez au-dessus de ce qui est recommandé. En quoi ça peut être embêtant? Alors juste pour la viande, on va rester sur la viande, on va laisser poisson et œufs de côté parce que ça complique un peu les choses, mais juste pour la viande, il faut savoir que quand même, ça a été classé par l'OMS parmi les cancérigènes probables pour ce qui est de la viande rouge et cancérigènes certains pour ce qui est des viandes transformées du genre charcuterie. Donc voilà, on pense que c'est pas très bon pour la santé.
au niveau des cancers, mais aussi ça a été impliqué dans le diabète, dans l'obésité et dans d'autres maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, premier aspect santé un petit peu inquiétant. Deuxième point santé, voilà, par procuration, c'est la prise d'antibiotiques. Vous savez que quand votre enfant est malade, avant que le médecin donne un antibiotique, il va vraiment s'assurer qu'il y a besoin d'un antibiotique. Est-ce que vous savez pourquoi? En réalité, la prise de l'antibiotique va rendre plus forte toute la flore biotique de votre enfant, c'est-à-dire qu'ils vont être attaqués, donc ils vont devenir plus forts, plus résistants. On appelle ça l'antibiorésistance, ce qui fait que si votre enfant après a encore autre chose et qu'on doit lui donner un antibiotique et qu'il est plus résistant, on va passer dans une gamme supérieure. Donc on va arriver avec des produits de plus en plus attaquants et c'est pas très bon pour votre enfant. L'idéal étant de ne pas prendre d'antibiotiques le moins possible ou le plus espacé possible, parce qu'au bout d'un certain temps, la flore bactérienne revient à la normale. Donc voilà, on se retrouve de nouveau avec une résistance classique. Mais qu'est-ce qui se passe quand on mange de la viande? Eh bien en réalité, par procuration, on prend des antibiotiques parce que ces viandes, elles ont été soumises à des antibiotiques parce que les conditions d'élevage actuelles, dans la période actuelle, font que les animaux ont une telle promiscuité, sont soumis à tellement de maladies au sein des élevages qui sont intensifs, qui sont obligés de se prévenir un petit peu de potentielles maladies, donc ils leur donnent des antibiothérapies massives. Et ils les piquent voilà, dès la naissance, hein. C'est tu nais, hop, piqûre d'antibiotiques, piqûre contre ci, piqûre contre ça, et donc voilà, ils ont beaucoup de choses dans leur organisme que nous, on va ingérer aussi quand on va les consommer. Donc c'est pas très très bon pour notre santé par rapport à ce que je vous ai expliqué juste avant. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est la fatigue potentielle que vous allez entraîner sur le foie. Et ça, c'est instantané. C'est-à-dire que quand vous mangez de la viande, votre foie va devoir faire du travail derrière de drainage, d'épuration. Et si vous en mangez beaucoup, bah, le foie va devoir beaucoup plus travailler. Il faut même se dire qu'il y a des impacts encore plus forts si jamais on réfléchit un petit peu à la notion de foie. Le foie, en médecine chinoise, est associé à l'émotion de la colère. Alors là, vous allez me dire que c'est tiré par les cheveux, mais je voulais vous le dire au cas où vous seriez sensible à ce genre d'infos. Le foie est lié à la colère. Donc si le foie est fatigué, que le foie travaille trop, eh bien en fait, il est probable que cela vous rende plus irritable. Donc ça peut paraître un petit peu étrange, mais si vous croyez que corps, psychique et énergétique et monde, tout ça est en lien, et bien peut-être que ce genre d'infos peut vous parler. En tout cas, il est certain, même si vous ne croyez pas à ça, que votre foie fatigue. Et que fatiguer le foie de votre enfant, c'est peut-être pas une très bonne idée. On passe au point numéro 3. La patate, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un féculent? Est-ce que c'est un légume? En réalité, c'est pas si simple que ça. On va dire que ça pourrait être un petit peu plein de choses. Ça peut même être un tubercule, il y a des définitions où ça va être défini comme ça. Mais je pense que nous, on doit, en tant que parents, plutôt le voir comme un féculent. Parce que la plupart du temps, on enlève la peau. Parce que la plupart du temps, on le fait pas cuire à l'eau, on le fait plutôt cuire voilà, dans de l'huile, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui va apporter beaucoup de choses au niveau calorique. Et l'OMS le classe comme un féculent parce que c'est riche en amidon et en glucides complexes. Donc c'est vrai que ça pousse dans la terre, c'est vrai que ça peut ressembler à un légume sur certains points, les fibres, etc. D'accord. Mais d'un point de vue nutritionnel, si vous mettez de la viande et des patates, je ne crois pas que vous avez fait un repas équilibré. Donc pensez aux autres légumes. La patate, ça compte pas trop. On passe au point numéro 4. Manger des fruits, c'est très bon pour la santé. On peut en manger autant qu'on veut. Et bien si c'est ce que vous croyez, c'est pareil. C'est peut-être une idée à remettre un petit peu en question. En réalité, le fruit, c'est vrai que c'est bon parce que c'est plein de vitamines, mais c'est aussi très sucré. Alors c'est pas du glucose, c'est pas comme le sucre blanc qu'il faut vraiment limiter, c'est du fructose, c'est un petit peu mieux, mais ça reste du sucre. Donc évitons d'en absorber des quantités et des quantités. Alors je dis ça et personnellement je me limite assez peu en fruits. Je pense qu'un enfant qui commence la diversification, si c'est par exemple votre cas, ne doit pas du tout être limité, mais je pense que c'est plutôt des choses à réfléchir dans les repas futurs, c'est-à-dire que mettre un fruit le matin, mettre un fruit, le midi au dessert, plus mettre un fruit au goûter, ça va quand même faire 3 fruits dans la journée, ça va faire un peu beaucoup. Donc si vous arrivez à réfléchir les choses autrement,
c'est mieux de les réfléchir autrement. Ou sinon, essayez au moins de choisir bien les fruits, c'est-à-dire que si vous allez plutôt sur la cerise, la banane, le raisin, des fruits comme ça, vous allez quand même avoir des fruits très très riches en sucre. Alors que si vous allez plutôt vers les fruits rouges, ou si on est en hiver vers les clémentines ou même les pommes, ça passe. Voilà, ça va être un petit peu plus light. Le but n'est pas d'avoir un équilibre alimentaire parfait, mais juste d'avoir conscience que ok, le fruit, on a tendance à dire que c'est bon, mais parfois c'est pas si bon que ça. Parfois on se dit tiens, je te donne un fruit plutôt que de te donner un gâteau. Et franchement c'est à réfléchir. Des fois il vaut mieux un bon gâteau fait maison plutôt qu'un fruit. Surtout si le fruit est consommé tout seul, parce que le sucre du fruit va arriver directement sans être dilué dans rien du tout. Et c'est là que je vous conseille un truc super bizarre, puisque ça ne va pas du tout avec mon point numéro 1. Mais je vous conseille quand vous mettez un fruit de le mettre en parallèle d'un yaourt, parce que ça va ralentir la digestion du sucre du fruit. Donc voilà, si toutefois vous devez avoir un laitage quelque part, et pourquoi pas en association avec un fruit. Petit conseil au passage que j'ai lu dans un bouquin, que je peux vous mettre juste en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est un bouquin qui n'a rien à voir avec les enfants, hein. Je précise. Et puis on passe au point numéro 5. Ce point-là, il me fait beaucoup sourire parce que je crois qu'en ce moment, en fait, on est à une étape charnière, quoi, où avant, on faisait d'une certaine façon et après, je crois qu'on fera d'une autre façon. Donc j'entends beaucoup que de toute façon, manger bio, ça sert à rien parce qu'on n'est jamais tout bio. En fait, on mange certains trucs bio et d'autres trucs pas bio. Donc ça sert à rien. Eh bien, je suis pas d'accord. En fait, je pense que pour nos enfants, on se doit de faire attention à ce qu'on leur donne. Et bio, ça veut pas dire truc extraordinairement de qualité. Bio, ça veut juste dire que on a fait attention à ce qu'on avait mis dedans. Parce que avant, du temps de nos grands-parents, on va dire, les choses étaient beaucoup plus naturelles. Ils n'avaient pas la question du bio ou pas la question du bio parce que c'était naturel la plupart du temps. Mais après, au niveau de l'industrie chimique, ils sont venus à utiliser des produits, dont certains, les organismes génétiquement modifiés, les OGM, qui peuvent peut-être avoir des conséquences sur nos enfants qu'on ne connaît pas encore. Je ne sais pas, je suppose. Et je me dis que protéger nos enfants de ces potentiels états nocifs qui vont arriver sans doute dans les années à venir, c'est quand même un peu la base. Donc bien sûr qu'on ne pourra pas manger tout propre parce qu'il y a forcément des trucs qui passent à certains endroits, parce qu'on achète parfois à des endroits inhabituels, on mange parfois à des endroits inhabituels chez d'autres gens, etc. Oui, bien sûr, mais vous pensez pas que si jamais vous mangez moins d'un truc toxique, ça aura moins d'effets toxiques sur vous. Personnellement, je le pense, donc je pense pas que ce soit quelque chose de trop farfelu de manger bio. Je pense que le plus on peut essayer d'acheter des choses propres, le mieux c'est pour nos enfants. Et si on peut pas le faire du tout, au moins d'essayer de privilégier, mais ça je vous l'ai déjà dit, ce qui est fait maison, parce que forcément dans les choses industrielles, vous allez avoir beaucoup plus de produits. Néanmoins, là du coup c'est pas tout à fait la même problématique que le bio, c'est plutôt la problématique des colorants, des additifs, des choses comme ça. Le bio c'est vraiment le fait de se dire qu'on a fait attention aux produits qu'on mettait sur les produits, aux produits qu'on mettait sur les viandes, aux produits qu'on mettait sur les fruits, etc. Et aux éventuels interventions chimiques. Voilà, on s'est éloigné de la nature si on s'est éloigné du bio. Attention cependant, je sais que les labels bio ne sont pas tous équivalents et sur ça il faut vraiment se renseigner parce que parfois, et vous aurez raison si vous me dites ça en commentaire, on paye beaucoup plus cher pour quelque chose qui n'a finalement pas tant de différence que ça avec un autre produit qui serait beaucoup moins cher. Donc il faut bien faire attention au label et bien faire attention aux provenances. Le label bio en France n'est pas le même que le label bio en Espagne ou pas le même que le label bio en Amérique. Ça ne veut pas dire la même chose et au sein même des labels français, il y a déjà des divergences. Donc il faut être assez renseigné. Là je vais pas vous faire le descriptif de tout ça, mais je voulais juste vous dire que cette idée reçue de le bio ça sert à rien puisque de toute façon on ne sera pas complètement bio, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc maintenant à vous de me dire votre avis en commentaire, je vous attends juste en dessous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.